discute pas avec les femmes de football. C'est pas beau ça, Bernard. Non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon. Quand je m'occupe de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux. Putain de merde! L'histoire d'amour entre la femme et le football est une histoire tumultueuse, un temps écorché vive, tue, puis renaissante. S'il tend à se défaire de stigmates profondément sexistes, le ballon rond, reflet de nos évolutions sociétales, en demeure un bastion essentiellement masculin, autant au niveau médiatique, institutionnel ou sportif. Pour une femme percée dans un milieu à dominance masculine est pour souvent un combat de longue haleine, fait de remarques, de brimades, de résistance. La femme, trop souvent ramenée à sa condition féminine. Alors, entre devoir éplucher des oignons derrière les fourneaux ou distribuer des caviars sur le rectangle vert, le dilemme reste encore crucial. Est-ce que tu sais twerker? Non. No! God, please, no! 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 Il faut regarder du côté de l'Outre-Manche chez nos voisines anglaises et écossaises pour y déceler les toutes premières traces de football féminin, fin 19e siècle. Éclosion un peu plus tardive en France dans un contexte de fin de Première Guerre mondiale, c'est en 1917 que la véritable naissance du football féminin s'opère. Les rencontres sont au départ mixtes, opposant les filles aux garçons, mais sont finalement rapidement annulées. Quelques équipes féminines se constituent et les premiers matchs féminins interclubs se popularisent, essentiellement dans le bassin parisien, mais aussi dans d'autres recoins de la France. Le football féminin crée ses propres institutions, ses championnats, ses coupes, et les exhibitions internationales commencent à se démocratiser et attisent un large engouement. La tournée des Anglaises en 1920 en France est un véritable succès. 20 000 à 40 000 spectateurs assistent au match en fonction des villes, et soit autant qu'un match des garçons de la même envergure à cette époque. Un âge d'or qui sera finalement éphémère. Effectivement, par manque de moyens, de terrain, de professionnalisme et d'adhérentes, ajoutez à cela la propagande anti-foot féminin par les médias et les médecins, aux nouvelles réalités socio-économiques, crack de 1929 et montée du fascisme en Europe, toute une pléthore d'éléments qui éteindra progressivement le football féminin durant les années 30. Celui-ci en est très cessante dans les années 60 et 70, à une époque où pourtant en France, le football professionnel et amateur est en déclin, sous l'impulsion de clubs comme le mythique Stade de Reims. Les clubs et les footballeuses conquistent le territoire, que ce soit en Champagne-Ardenne, en Alsace, dans la vallée du Rhône ou encore en Côte d'Azur. Le foot féminin se réinstitutionnalise alors de nouveau, se professionnalise, crée ses championnats régionaux et gagne ainsi en licenciés. Mais loin d'être une évolution simplement linéaire, revenons plus précisément sur ces éléments qui ont longtemps éloigné la femme du terrain. Le problème, c'est que le foot féminin et le sport tel qu'on l'a conçu, ce n'est pas du tout compatible avec la féminité. Une femme doit être fragile, faible, gracieuse, belle, mère et gardienne du foyer. En bref, une petite fleur toute délicate qu'on ne verrait pas chuter dans un meuble. Au tout début du foot féminin, il y avait déjà ces théories scientifiques qui venaient appuyer les opinions misogynes et sexistes. Par exemple, ils étaient tous d'accord pour dire que la force musculaire des femmes est inférieure, mais qu'en plus elle est innée et qu'elle représente même un tiers, voire la moitié de celle des hommes. Maurice Boisget va jusqu'à dire que les filles sont handicapées du point de vue du développement musculaire. Donc tous ces apports scientifiques vont venir appuyer l'idée que la femme est faite pour procréer, pour être mère. Après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir toute une propagande pour encourager une plus forte natalité, mais surtout une meilleure natalité. Non, il ne faudrait pas refaire Vichy. Là, on va encourager l'éducation physique des femmes. Il faut qu'elles soient fortes et endurantes. Ouais, enfin seulement pour l'accouchement. C'est un devoir presque patriotique pour elles que de devoir faire de forts et beaux bébés pour faire perdurer ainsi la race française. Mais il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, la femme doit être avant tout belle et gracieuse. C'est pour ça qu'on va parler d'éducation physique, parce que le sport à cette époque a trop une connotation violente. Il y a une notion de rivalité, de compétitivité, de goût du risque, alors qu'éducation physique... En parallèle, le foot masculin, lui, est de plus en plus décrié par la presse, jugé comme un sport trop violent, avec de nombreux dérapages sur le terrain, et surtout des supporters de plus en plus excessifs et violents. Ces critiques-là vont venir alimenter les arguments anti-foot féminin, car même si la pratique est la même, les travers du foot féminin vont être plus décriés. On va en être beaucoup plus scandalisés que pour ceux des hommes. Laurence Prudhomme-Poncet, qui a publié un livre sur l'histoire du football féminin au XXe siècle, résume et classe les arguments des détracteurs en 4 catégories. Le football, c'est trop violent. Le football enlaidit. Le football virilise. Le foot éloigne la femme de son foyer. Tous ces arguments de prime abord assez ridicules sont tout de même ancrés dans notre culture sociale. Et même si aujourd'hui les femmes ne font pas face aux mêmes opposants, le sexisme est toujours présent. Ah,
Alors que faire pour ne pas plaire, ne pas dire oui et sans dire non. On nous prendra de toute façon pour des putains des mijaurés ou des lesbiennes ou des tarés. C'est un problème sans solution tant que les hommes sont si bons. Si ces dernières années insufflent un nouveau vent au féminisme, des dénonciations de nos amis les porcs sur les réseaux sociaux à la Ligue du LOL qui n'a pas fait grand monde, les discriminations dans le sport et plus particulièrement le football restent encore relativement peu considérées. Me direz-vous, il suffirait de traiter ce problème en interne, d'autant plus que certaines footballeuses disposent aujourd'hui d'une notoriété non négligeable, comme leur boulot ex-joueuse du PSG et aujourd'hui consultante au Canal Football Club, ou encore Corinne Diacre, entraîneuse de l'équipe de France de football féminin et la seule femme à avoir entraîné une équipe masculine professionnelle en France, le Clermont Foot. Il suffirait alors qu'une ou plusieurs footballeuses portent leur voix pour dénoncer les agissements des institutions, des dirigeants ou encore du peu de visibilité que leur confèrent les médias, pour qu'enfin le moteur se mette en route. Or, féminisme et football font rarement bon ménage. Les prises de position collectives se font rares et lorsqu'une footballeuse parle, généralement elle risque de se faire réprimander par ses consoeurs. En 1982, la triple championne de France et capitaine du club d'Étreint envoya à la commission centrale du football féminin ainsi qu'à la FFF une lettre dans laquelle elle dénonce les agissements et les dysfonctionnements de certains techniciens au sein des staffs et des institutions. Malheureusement, les footballeuses de l'équipe de France, qui sont aussi ses coéquipières, n'auront pas apprécié vraiment cette lettre et demanderont à la commission d'appliquer le règlement à la lettre et de demander sa suspension. Malgré le soutien d'Annie Fortes et de quelques autres footballeuses, celle-ci sera suspendue malheureusement 6 mois. Paye ta solidarité. Cas similaire pour Sonia Bonpastor, qui après avoir critiqué l'équipe de France après les JO de Londres de 2012, sera rejetée de l'équipe avant de prendre sa retraite quelques mois plus tard, à seulement 32 ans. Mais certains facteurs tentent d'expliquer cette relative passivité et le peu de coopération des joueuses sur la prise en main et en voix de ces sujets. D'abord car le football favorise les femmes, mais aussi les hommes, correspondant aux attentes fédérales, limitant ainsi les pratiques associatives, qui de toute façon sont trop chronophages pour des sportifs au rythme de vie acharné. Aussi, le football représente souvent pour elles une chance d'ascension sociale indubitable. Protester contre celui-ci, ce serait croquer la main de celui qui t'a nourri. Certaines femmes vont, elles, se construire en se façonnant une identité de genre inversée, en copiant certains de leurs attributs à ceux des hommes, mais aussi en respectant les normes sexuées tout en gardant des postures conservatrices sur la question de l'égalité homme-femme. Ainsi, elles seront plus à même de se sentir plus proches des hommes du même milieu sportif que de femmes militantes. Ne serait-ce que le terme de féminisme y est connoté négativement. Lorsqu'en 1988, Nicolas Barre et d'autres footballeuses du Plessis-Robinson poursuivent le club pour discrimination sexiste, après que celui-ci ait évincé la totalité de son équipe féminine parce que celle-ci, après de bonnes performances, avait demandé à passer en seconde division, celle-ci, Nicolas Barre, se fera tout simplement traiter de féministe par la fédération et par d'autres footballeuses professionnelles. C'est d'ailleurs là l'année très arcade de mobilisation collective de la part d'une équipe féminine entière contre les instances. Nicolas Barre, qui deviendra d'ailleurs militante au ministère de la Jeunesse et des Sports, créera LAJ, Liberté aux joueuses, mais qui, signe de la difficulté des mobilisations genrées, ne rencontrera que peu de succès à ses débuts. Plus récemment, depuis 2012, l'association Les Dégommeuses promeut le foot féminin et l'inclusion des minorités dans le football, et lutte aussi contre le sexisme, les LGBT-phobies ainsi que toute autre discrimination. S'il tend aujourd'hui à rattraper son retard sur le football masculin, le football féminin français possède depuis 1974 son championnat national qui s'améliore d'année en année. Aussi a été créé en 2001 la Women's Champions League où les meilleurs clubs féminins européens s'affrontent chaque saison. En France, certains clubs comme le MHSS sous l'impulsion de Louis Nicolin, l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas ou encore le PSG depuis son rachat par les Qataris ont bâti des sections féminines de haute volée, plaçant désormais les femmes sur la carte du football. Donc le nombre de licenciés lui augmente drastiquement avec plus de 169 000 licenciés aujourd'hui après le sacre des Bleus en Russie en 2018 contre seulement 60 000 en 2014. Peut-être une nouvelle hausse après la Coupe du Monde féminine qui se tiendra en France en juin et juillet 2019. Si cette vidéo vient de changer ta vie, tu peux nous aider à la populariser grâce à un simple pouce bleu.